Bonjour Joël Mando, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Trocfink Media. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Très bien, merci déjà de m'inviter Hmm. sur ta chaîne et sur ce plateau. Merci à Tranquille pour cette invitation et d'avoir pensé à moi. Je m'appelle Joël Mando, j'ai 36 ans, j'habite à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Je suis marié, père de famille et je me présente en tant que candidat pour les élections législatives anticipées 2024 pour la 10e circonscription de l'Essonne, donc notamment les villes de Grigny, Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis, Saint-Michel-sur-Orge et Morsan-sur-Orge. Très bien. Et on va revenir un peu sur ta candidature, tes motivations. Mais Ouais. avant, je voudrais un peu avoir ta lecture sur cette situation politique, sur l'état de la France aujourd'hui. Sommes-nous dans une république avec deux peuples fracturés? Quelle est ta lecture en général? Oui, alors on est actuellement dans une France qui est complètement éclatée. Mm. La situation politique aujourd'hui est une situation un peu à risque. Lorsque le président de la République a déclaré la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était un choc, je pense, pour beaucoup de gens. Mm. Il y a une montée déjà des extrêmes depuis plusieurs années. Le Rassemblement national lors des élections européennes, mais également aujourd'hui le nouveau front de gauche, le Front populaire, anciennement NUPES, finalement, on ne sait plus jamais comment les citer. On se rend compte que les Français sont divisés. Les Français ne s'entendent plus. Les Français ne savent même plus où aller. Il y a cette incertitude aujourd'hui qui fait que le 30 juin et le 7 juillet seront des dates qui seront assez décisives pour l'avenir des Français. Il fait peur à beaucoup de monde, hein, cet avenir. On se pose la question, quel sera le prochain gouvernement? Quelles seront les prochaines décisions de nos gouvernements et surtout vers où on va aller, vers quoi on va aujourd'hui? On a plutôt l'impression qu'on va vers un précipice. Mais pourquoi c'est les Français? Pourquoi la France, pays des droits de l'homme, vire à l'extrême droite? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à la limite, les gens sont devenus de plus en plus, je me permets quand même de le dire, les gens sont devenus de plus en plus racistes. Je dirais que Pourquoi ces choix de l'extrême droite aujourd'hui? c'est l'échec de politique depuis plus de 40 ans qui amène aujourd'hui à ce constat, à ce bilan. Hmm. Les Français ne sont pas plus ou moins racistes. Je rencontre des Français tous les jours. Je suis dans des communautés diverses et variées. Je n'ai pas que ce sentiment de racisme à augmenter. Je pense qu'il est aujourd'hui exacerbé par les réseaux sociaux d'une part, mais également à cause de faits divers qui malheureusement alimentent ces choses-là. Et les Français, par peur aussi, en tant que Français, c'est normal d'avoir peur lorsqu'on voit des choses, lorsqu'on entend des choses qui sont vraies, et de se dire, je préfère me protéger. Et souvent, le bouc émissaire, c'est l'étranger, c'est l'immigré, c'est celui qui vient peut-être ne pas apporter de solution, mais apporter des problèmes. Et moi, j'aimerais qu'on change un peu les choses et qu'on arrête de voir toujours l'immigré comme apporteur de problèmes à un moment donné, mais aussi comme apporteur de solutions. Comment changer ces choses-là aujourd'hui? Il faut le changer déjà Moi, je suis d'accord pour une politique de gestion d'immigration. Chaque pays en a une, bien évidemment. Regardez le Canada, vous regardez tous les pays du monde, vous allez en Afrique, vous allez en Asie, contrôlent leur immigration. Ce n'est pas un problème de contrôler son immigration. Le problème, c'est quelle est la vision qu'on veut avoir. La France, c'est un pays qui est une république mère de tous les hommes et les femmes, peu importe leur origine, peu importe leur communauté. La France est unie et indivisible. Donc elle inclut, elle rassemble toutes les communautés. Et ça, c'est une force de la République française. La France a subi, je dirais pas subi, elle a accueilli plusieurs vagues d'immigrés, les Européens, les Asiatiques, les Africains, et ça a nourri, ça a enrichi ce pays. Aujourd'hui, si la France euh, est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'apport de tous ces immigrés. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, aujourd'hui, on est dans un contexte international aussi qui est très compliqué, avec différentes guerres, avec différentes postures internationales, et la France est impactée. La France a des communautés religieuses, a des communautés ethniques différentes,
Et malheureusement, lorsque les choses s'emballent, en France, c'est souvent ce pays de droits de l'homme qui en subit les conséquences puisqu'on s'agite énormément, on réclame ses droits, on se bat. La France est paradoxale, on est à la fois le pays des droits de l'homme où tout a commencé, en même temps où tout peut se terminer. Donc le monde nous regarde aujourd'hui, l'Europe nous regarde aujourd'hui pour voir quelle est la direction que nous allons prendre. Moi, je veux que la France prenne une direction pas de repli sur soi, mais de contrôle, de gestion. Nous sommes ouverts, mais en même temps, nous faisons attention aux nôtres. C'est normal. Moi, je suis marié et père de famille, je fais attention à ma famille. Je veux que ma famille soit dans un bon cocon. Mais je ne veux pas en même temps empêcher les miens de se découvrir, d'aller vers les autres. Je pense qu'il faut trouver un équilibre aujourd'hui pour qu'on ne subisse pas, pour qu'on soit les moteurs et qu'on continue d'être cet exemple pour le monde entier. Après toutes ces politiques, l'un des arguments de l'extrême droite aujourd'hui, c'est que avec toutes ces vagues d'immigration, d'immigrés, la France perd son identité. Donc, toutes ces politiques avant, on n'a pas réussi à conserver cette identité, ou bien est-ce que vraiment cette identité est en train de se perdre à cause de toutes ces vagues d'immigrés? Bien sûr. Déjà, il faut se poser la question, quelle est l'identité française aujourd'hui? Ouais. Quelle est l'image qu'on veut se donner de la France? Est-ce qu'on veut garder l'image du Français avec son béret et qui achète son petit pain aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, à part dans certains milieux ruraux. C'est ça l'identité qui se perd. Alors, est-ce que ça se perd ou est-ce que ça se transforme? Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? La France évolue, bien évidemment. La France des années 50 n'est pas la même, des années 1950 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. La France d'après-guerre s'est reconstruite, les villes se sont rebâties. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade beaucoup plus moderne. On a un pays qui est cosmopolite. En même temps, il est important, je suis d'accord avec ça, de garder une culture française. Moi, le terme identité, je suis d'accord si l'identité n'est pas un refuge pour cacher le racisme et la séparation avec les autres. La France aujourd'hui, elle est métissée. Elle est blanche, elle est moins blanche, elle est plus foncée, moins foncée, peu importe. Elle est riche de tout ça. Il faut placer nos valeurs communes pour faire cette identité. La langue française. Elle doit être dans toutes les écoles, bien évidemment, c'est obligatoire, mais également dans tous les quartiers, dans toutes les résidences. Le français. Cette histoire de la France, on doit la connaître également. On doit aimer notre drapeau bleu, blanc, rouge. Je n'accepte pas aujourd'hui que le drapeau bleu, blanc, rouge soit piétiné, sali, déchiré, brûlé. C'est un manque de respect pour tous les citoyens français. Le respect des institutions, le respect des gendarmes, des policiers, des personnels soignants, des enseignants. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de perdre. Et les Français se disent qu'il y a un rejet de cette culture-là et qu'il faut forcément attaquer certains. Non, je pense qu'il faut inclure tout le monde dans une même voie. Que tu sois, que tes parents et tes arrière-grands-parents aient grandi ici ou que moi, mes parents viennent d'un autre pays, ce n'est pas un problème. Nous sommes là, tous ensemble maintenant. Trouvons des solutions ensemble pour nous entendre. Et je pense que c'est possible. Il y a des associations qui travaillent dans ce sens-là. Il y a beaucoup de mouvements qui veulent faire le pont pour qu'on arrive à s'entendre. Il n'est pas question qu'on perde une France qui s'est construite sur des milliers d'années, qui s'est construite sur des guerres, qui s'est construite sur des conflits, sur des révolutions. À cause de ça, non. Moi, je suis un défendeur de la République française. Je suis moi-même, j'ai une histoire, une double culture africaine et française, mais j'ai embrassé la culture française puisque elle est la mienne, elle est intégrée en moi. Je suis fier d'être français, je suis fier de ce que je suis. Et en même temps, j'ai une culture aussi de mes parents, de mes grands-parents qui viennent d'autres pays. Je ne la rejette pas, je l'aime également et je fais avec pour que dans ce mixage, dans ce mélange, j'arrive à m'entendre avec tout le monde. Et pour moi, c'est ça la France. Tout le monde devrait être poussé à faire avoir un équilibre entre sa culture d'antan, de ses parents, de ses grands-parents, et locale, celle que nous avons ici en France. Il faut respecter les Français, il faut respecter nos traditions, il faut respecter nos valeurs, parce que si on ne les respecte plus, oui, on va avoir un pays qui va s'effondrer. Tu as parlé de respecter les Français, tu as parlé de l'évolution, les temps changent.
Mais est-ce qu'on peut aussi accepter aujourd'hui que ces changements virent à l'extrême droite? Alors, le changement de l'extrême droite, il faut se poser la question si c'est ce que nous voulons. De toute façon, qui décidera, ce sera les Français. Exactement, on a vu cela avec les européennes. Donc les Français ont décidé de mettre l'extrême droite En tête, en oui, tête. des élections Oui. européennes. Il faudra voir ce que ça va donner au niveau des élections législatives, bien que les tendances sondages aujourd'hui, aussi, les sondages, oui. voilà, donnent une courte majorité au Rassemblement national. Moi, j'arrive à comprendre la peur de certains. Je ne méprise pas le vote RN, le vote extrême ou quoi que ce soit. Je pense que euh, les Français ont le droit de s'exprimer. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils ont le droit de dire ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Ils ont le droit de manifester leur mécontentement face à ce gouvernement qui a échoué. C'est d'abord ça, un gouvernement qui échoue. Mais aussi, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas et de le changer. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un pays où règne la paix, la stabilité, la sécurité, la prospérité. C'est ce que je pense chacun veut. Personne ici me dira je veux un pays qui s'effondre économiquement, socialement. Non, tout le monde, je pense, toutes les tendances politiques veulent que le pays avance, marche. Chacun ensuite le traduit à sa manière. Ouais. Oui, par rapport à ça, je comprends ce vote-là. Après, il faut avoir raison garder et se poser les questions vers où on va aller si on choisit telle ou telle politique. Il faut regarder vers quelle économie pardon, nous allons, vers quelle économie nous irons, vers quel modèle social nous irons, vers quelle image également. Modèle social priorité aux Français. Oui, chaque pays donne la priorité à ses ressortissants, c'est normal. Ça, priorité aux Français, déjà dans le droit de vote. Qui vote? Ce sont les Français, ce ne sont pas les personnes étrangères. Le service public, certains postes sont réservés qu'aux Français. Ça, c'est pas un problème. Mais je suis contre la recherche systématique du bouc émissaire. Parce que tu es étranger, tu ne vaux rien. Parce que tu es étranger, tu n'apportes rien. Parce que tu es français, étranger, tu es un potentiel problème pour la France. On le voit partout, l'apport des étrangers, des immigrés dans certains corps de métier. Excusez-moi, on voit des personnes qui, parfois même qui travaillent au black, ils viennent d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin dans certains métiers d'entretien, dans certains métiers de restauration ou autres? Bien sûr que si. Donc il faut, je pense, raisonner, réfléchir à ce qu'on veut. Il faut trouver un équilibre. Le vote RN s'explique parce qu'il y a un échec depuis 40 ans de nos politiques, de droite ou de gauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai présenté ma candidature qui est citoyenne parce que j'ai l'impression que nos politiques ne nous ont pas entendus depuis ces dernières années. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas tant un problème au niveau de l'immigration, c'est parce que la République a abandonné tous les Français. La République a abandonné ses enfants. La République a abandonné, je dirais même, ses propres valeurs, qui fait que les Français ne se retrouvent plus dans cette République. Ils se posent la question, est-ce que je suis toujours chez moi? Est-ce que je suis assuré d'avoir toujours un travail? Est-ce que je suis assuré d'avoir toujours un peu d'argent à la fin du mois pour finir de payer mes factures? Les Français se posent ce type de questions-là. La question de l'immigration, je pense elle remonte souvent parce que les réseaux sociaux aussi favorisent. Oui. Voilà, ces choses-là, ça va très vite. Il suffit que je filme un fait divers, je le mets sur les réseaux sociaux, on va très rapidement, ça va faire le tour, va faire le buzz et puis on va dire que voilà, à Paris, il se passe ça. Non, ça s'est passé juste dans un quartier quelque part. La police fait son travail, il faut faire confiance à la police, il faut donner les moyens à la police et à la justice de faire leur travail. Mais il faut continuer de travailler avec les associations, continuer de travailler avec le service public, continuer de travailler avec les habitants, les résidents, les quartiers, parce que ce lien social va nous préserver de la haine des uns envers les autres, va nous préserver des regards suspicieux parce que l'autre vient d'eux, parce que l'autre est. Il faut arrêter ça à un moment donné. À un moment donné, tout le monde, les étrangers, les immigrés et les Français, veulent un pays stable, un pays. Pourquoi les étrangers viennent en France? Ils quittent leur pays. Vous pensez que c'est pour trouver un pays
en pagaille. Non, c'est pour trouver justement une sorte d'Eldorado, un pays dans lequel ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir s'assurer d'un avenir pour eux comme pour leurs enfants. Aucun étranger vient en France dans l'idée, je suis peut-être, ou sinon il faut être parano, pour détruire la France. Certains, il y a quelques individus qui sont malveillants, mais la plupart des personnes immigrées qui viennent en France, c'est pour réussir. Donc il faut leur donner les moyens de réussir, il faut donner les moyens également aux Français de réussir. Il faut trouver faut retrouver, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, on l'avait et je pense qu'on a un peu perdu. Et quand on perd quelque chose, souvent on doit trouver un ennemi. Et si cet ennemi c'est l'étranger, c'est facile. Si cet ennemi c'est l'immigré, c'est très facile. Il suffit de dire qu'il s'en aille. Mais lorsqu'il sera parti, qu'est-ce qui se passera derrière? Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que nous serons plus riches? Est-ce que nous serons meilleurs? Je me pose vraiment la question. Moi, je suis plutôt pour cette intégration qui doit bien se faire, bien se passer. J'ai pu bénéficier d'une belle intégration par mes parents, par ma famille, par des amis, grâce à l'école. L'école est un merveilleux instrument d'intégration. Apprendre la langue française, c'est déjà une base. Et puis, lorsque j'ai décidé, parce que j'étais immigré, de devenir français, je suis naturalisé, c'était pour moi normal parce que vivant dans ce pays, j'ai totalement adopté la culture française et je me sentais déjà français. Donc pour moi, c'était normal. Et je pense qu'il faut donner aux gens envie de devenir français, envie de se dire je veux servir la France, je veux servir les intérêts de la France. Il faut redonner espoir aux gens parce que les gens se plaignent aujourd'hui de ne plus trouver d'espoir, de ne plus trouver de courage, de ne plus trouver d'énergie. Il faut faire un effort, il faut travailler, il faut tout faire pour que ça marche. Tant qu'on n'aura pas tout fait et qu'on continuera à chercher des solutions de facilité, on continuera à faire les mêmes erreurs. D'accord. Tu as avancé un peu tes raisons, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur ta candidature. Oui. Quelles sont réellement tes motivations, en dehors de tout ce que tu viens d'énumérer, et comment tu penses que toi, Joël Mando, tu peux changer les choses et qu'avec toi, il peut y avoir un certain équilibre? Alors, le choix de se présenter en tant que candidat aux législatives dans la 10e circonscription de l'Essonne, Oui. c'est un choix qui est nourri parce que je viens de là-bas. J'ai notamment grandi à Grigny, où j'ai passé plus d'une dizaine d'années. Oui. L'école, collège, lycée, université, premier job, tout ça je l'ai fait à Grigny. C'est une ville qui m'a énormément apporté, qui m'a construit en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'homme. J'ai aussi la famille dans les villes avoisinantes, Saint-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel, Fleury-Mérogis encore aujourd'hui. Donc quand je vais là-bas, les gens me connaissent. Moi, je me souviens pas forcément de tout le monde, mais les gens se rappellent que je suis l'enfant d'eux. Donc ça, c'est toujours marrant. C'est d'abord le choix du cœur d'aller là-bas. Certains me posent la question pourquoi tu ne te présentes pas à Malakoff? Oui, je suis depuis 7 ans, mais le choix du cœur m'a poussé à aller là-bas. Ensuite, j'ai voulu avoir une candidature citoyenne et ne pas aller me rallier à la gauche, à la droite, parce que je crois que les citoyens peuvent eux-mêmes être les acteurs de leur bonheur, de leur avenir, de leur destinée. On a trop longtemps négligé, je dirais, les citoyens. On le voit aujourd'hui, lorsque les Gilets jaunes ont commencé leur mouvement, ce n'était pas un mouvement politique, c'était un mouvement citoyen. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui n'arrivaient plus à payer leurs factures, qui n'arrivaient plus à acheter du carburant, qui ont commencé à se mobiliser autour des ronds-points pour dire il y en a marre. Et c'est devenu le mouvement qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est parti de la base citoyenne. La base citoyenne est importante parce qu'elle montre qu'en dehors des hommes politiques que nous voyons à la télé, il y a aussi des Français qui se posent des questions et qui ont envie d'être des acteurs de leur quartier, des acteurs de leurs associations, des acteurs de leur ville. Et moi, je veux que des acteurs aujourd'hui se lèvent. Je me suis posé la question, pourquoi pas moi? Parce que c'est toujours bien de dire aux autres de faire les choses, mais quand on ne le fait pas soi-même, voilà. Je me suis dit, je suis un acteur citoyen. Je vais faire quelque chose. Moi aussi, en tant qu'acteur, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je suis bien conscient que je suis David contre Goliath, là. Exactement, c'est exactement la question que j'allais te poser. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, on change les choses quand on est gros, pas quand on est grand. Tu refuses d'être rallié avec d'autres mouvements.
comment tu peux changer les choses en étant aussi petit? Je pense qu'on change les choses quand on commence quelque chose et quand on rassemble. Mm. Il n'y a personne qui est né grand gros. Tout le monde s'est fait au fur et à mesure du temps. Le temps est également quelque chose qu'on ne considère plus aujourd'hui. On veut que les choses se passent trop rapidement. Alors elles doivent se faire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est mon slogan ici et maintenant, parce qu'on a trop attendu. Et il est temps aujourd'hui que des citoyens, des petits citoyens comme moi, se lèvent et se disent on peut faire quelque chose. On n'est pas obligé d'être gros pour faire des grandes choses. L'histoire nous le montre. Lorsque une personne se lève, elle peut être l'incarnation du désir de plusieurs. Elle peut être l'incarnation des motivations de plusieurs. Je crois que je suis l'incarnation de plusieurs motivations, de plusieurs espoirs. Je l'ai vu hein, dans les cafés où je suis passé, dans les marchés où je suis passé, dans les gares où je suis passé, dans les regards, dans les échanges que j'ai eu avec plusieurs. Beaucoup m'ont encouragé. Ils ont salué ce courage justement qu'un citoyen se lève et se dise sans les moyens d'un gros parti, je me présente et je veux changer les choses. Alors, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais le réussir maintenant? Je ne sais pas, mais je ne peux plus attendre. Je ne peux pas à chaque fois remettre à demain, après-demain, parce qu'on ne connaît pas notre avenir. Il est beaucoup trop incertain aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment pour que les acteurs, petits ou grands, se lèvent, peu importe leurs moyens, parce que si on abandonne la France maintenant, aujourd'hui, on sera les responsables de sa défaite, on sera les responsables de sa chute. Et moi, je ne peux tolérer d'être responsable de la chute de mon pays. Quel avenir je veux laisser à mes enfants? Quel avenir je veux laisser aux autres générations? C'est maintenant qu'il faut faire des choix décisifs. Les gros partis, les grandes institutions nous ont déçus. Ces grands partis nous ont déçus. On comptait sur eux pour changer les choses. On comptait sur eux pour révolutionner notre monde. Au contraire, ça n'a été que débâcle. Ça n'a été que chaos. Moi, je ne veux plus laisser aux autres de décider à ma place. Je veux moi-même être un acteur de l'avenir que je veux avoir pour moi, pour les miens, pour les Français. Je pense que je peux être cette incarnation-là. C'est la raison pour laquelle je me lève. Toutes les forces qui viennent à moi, tous les encouragements que j'ai eus, toutes les personnes qui sont autour de moi et qui travaillent avec moi croient en cela. Et ils me donnent la force tous les jours de me lever et de continuer ce combat. Je reviens un peu sur les élections. Il y a eu, avec les européennes, on nous a dit que 35% des jeunes ont voté pour les rassemblements nationaux. Et quand on regarde dans les cités, dans les banlieues, en général, les jeunes des cités ne votent pas. Comment, toi qui te présentes dans une banlieue, quel message tu peux passer à ces jeunes-là pour qu'ils s'élèvent et qu'ils aillent voter? Oui, déjà le phénomène de l'abstention touche toutes les catégories d'âge, mais également sociales. Et surtout, les jeunes ne votent pas beaucoup. Alors, ceux qui ont voté largement RN et beaucoup n'ont pas voté. Par exemple, dans la 10e circonscription de l'Essonne, il y a certaines villes où 70% de la population n'est pas allée voter. Vous imaginez, c'est ne même pas donner du crédit finalement à ceux que nous sommes aux personnes que nous sommes en train d'élire. Donc ça c'est un problème. Déjà l'abstention, pareil, les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus au vote parce qu'on a l'impression que lorsqu'on va voter, les gens pour qui on vote, les élus qui sont à la tête de la nation aujourd'hui n'entendent plus les Français. Qu'il y a comme une séparation. Il y a, Un manque de confiance. Il y a cette image qui sont dans une tour de glace et qu'ils n'entendent plus ce que les Français, le peuple en bas, est en train de réclamer, est en train de dire. Ça alimente l'abstention. Au niveau des jeunes, moi j'aimerais encourager les jeunes, pas qu'au niveau du vote, mais même au niveau de l'emploi, au niveau des études, à avoir de l'espoir. Beaucoup de jeunes, j'ai rencontré des jeunes qui se disent à quoi ça sert quand je postule, on voit la ville, le nom de la ville sur mon CV, on voit mon nom de famille, on voit ceci, on voit cela. Je sais très bien que je vais vais prendre le poste. je n'aurai jamais le poste. Et 20, 30, 40, 50 candidatures, il ne se passe absolument rien.
Moi, je les encourage à continuer. Je les encourage à travailler avec des personnes compétentes qui peuvent également leur trouver des solutions, les aider à candidater quelque part, à trouver. Voilà, c'est possible de faire quelque chose. J'en suis l'exemple. Je me suis battu moi aussi à un moment donné. J'étais confronté à beaucoup de murs en face de moi, mais ça ne m'a pas arrêté. Et ces jeunes-là ne doivent pas s'arrêter. Ils ne doivent pas s'arrêter à l'image qu'on leur colle. C'est vrai que ça peut être collé à leur peau, mais eux, ils doivent se dépasser. Les jeunes sont l'avenir de demain. Si on a une jeunesse qui est complètement désespérée aujourd'hui, imaginez les dégâts qu'on aura demain. On aura une population, une génération qui travaillera de manière automatique, sans avoir derrière l'envie de travailler, l'envie de servir, l'envie de se dépasser. Je pense que, et je le propose dans mon programme, créer des assemblées générales dans les quartiers, dans les résidences, pour remettre la démocratie au sein de la ville, au sein des quartiers. Démocratie participative. Voilà, alors c'est une idée, la démocratie participative qui a émergé ces dernières années, mais je pense qu'on ne l'a pas suffisamment travaillé, on ne l'a pas suffisamment exploité. Il faut l'exploiter partout. Moi, je propose que dès l'âge de 14 ans, dans ces lieux-là, dans ces cellules, on puisse avoir des jeunes qui vont participer, qui vont découvrir la politique, qui vont découvrir les enjeux d'un député, d'un sénateur, d'un maire. Qu'est-ce qu'ils font et également que ces jeunes proposent des lois, pourquoi pas des projets de loi qui vont peut-être être réinterprétés, réajustés, mais ça va donner envie aux jeunes de se dire j'ai aussi ma voix à porter, j'ai aussi un rêve. Et si ce rêve-là peut être transmis à un député, peut être transmis à un élu et arriver au niveau de la nation, bah ça c'est beau. Parce que souvent on entend des personnes qui ont fait l'ENA, qui ont fait de grandes études et qui nous disent quoi faire, mais c'est aussi beau d'entendre un jeune de 13 ans, 14 ans qui est plein d'espoir, qui a plein d'envie et qui a un rêve qui parfois, malheureusement aujourd'hui, on a oublié. Donc il faut donner confiance aux jeunes, il faut aller vers eux, il faut les confronter. Il ne faut pas fermer les yeux en se disant de toute façon c'est jeune. Oui, bah, c'est jeune, tout le monde est passé par là, toi-même tu as été plus jeune, moi-même j'ai été plus jeune. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un parcours, une histoire. Et il faut donner aussi à ces jeunes-là la possibilité d'avoir leur propre parcours, d'échouer s'il faut échouer, de se relever parce qu'ils peuvent se relever et de construire au fur et à mesure leur identité, se bâtir une identité d'homme, de femme, peu importe, créer une famille, travailler, créer des entreprises, entreprendre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprennent. Il faut continuer à l'encourager, il faut donner les moyens, les possibilités juridiques, humains, sociaux à ces jeunes-là pour que demain, après-demain, on ait je ne sais pas, des entreprises nées d'ici, des entreprises françaises, de jeunes tout simplement, qui ont commencé quelque part et qui aujourd'hui, demain et après-demain, gagneront et feront vivre beaucoup de Français. Mais il faut croire en eux, il faut leur donner confiance, il faut croire en eux et il faut les écouter. C'est pour cela que je n'ai aucun problème avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec le vote réel de certains jeunes. On ne les a pas entendus jusqu'à présent, on ne les a pas sollicités, on les a mis de côté, on leur a dit attends d'avoir 18 ans et vote pour un tel ou pour un autre. Non, à un moment donné, il faut aller un peu plus en profondeur, connaître leurs aspirations, quelle est la France qu'ils veulent et de manière pédagogique également, leur donner les outils de comprendre la politique. Nous arrivons vers la fin très rapidement. Je ne sais pas si tu as un message encore en particulier, un message à adresser à la 10e circonscription de l'Essonne. Si tu as un message, un dernier message. Très bien. Bon, j'en ai plusieurs. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Le premier message que j'ai, c'est pour les Français. On est dans un temps trouble, comme on l'a dit tout à l'heure. J'appelle vraiment à l'apaisement. C'est vrai que nous sommes aussi également impactés par la situation internationale, ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza ou dans d'autres pays où il y a des guerres, des tensions. Et la France est très politisée dans ses réactions. Nous le voyons aujourd'hui. J'appelle vraiment à la paix. J'appelle à la raison également, puisque le 30 juin, tous les Français seront appelés à faire un choix décisif. Dans chaque circonscription, dans chaque ville, là où ils iront voter, ils ont l'avenir de la France entre leurs mains. Ces élections, elles sont anticipées et c'est vrai qu'elles sont critiquées. Mais en même temps, ça peut être un instrument de changement
pour notre société. Moi, je le vois comme ça et j'aimerais le dire à tous les Français. Demain, le 30 juin et le 7 juillet, vous avez la possibilité de donner une nouvelle impulsion à la France, de donner une nouvelle orientation à la France pour que celle-ci soit plus belle, plus apaisante, plus riche, plus adaptable, plus capable, je dirais, de faire de grandes choses. On en est capable, je crois en moi aux Français. Donc je peux donner ce message général à tous les Français. Aux électeurs qui sont inscrits dans la 10e circonscription de l'Essonne, donc dans les villes de Grigny, de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Saint-Michel-sur-Orge, de Morsan-sur-Orge et de Fleury-Mérogis, le message que je vous adresse, c'est également un message d'espoir, c'est d'aller voter. C'est de se dire que par ma candidature, vous avez une alternative. Vous avez longtemps fait le choix à chaque fois de faire un choix qui n'est pas du cœur, un choix qui est nourri par beaucoup de réflexion, beaucoup de calculs. Entre deux pommes pourries. Voilà, les Français se sentent obligés de voter pour l'un ou pour l'autre parce qu'ils se disent je prends peut-être le moins mauvais. Ouais. Non, à un moment donné, faites le choix d'une candidature qui est locale, une candidature qui vous connaît, une candidature qui a grandi dans vos quartiers, qui connaît vos marchés, qui connaît vos problématiques. Faites le choix d'une candidature bienveillante, d'une candidature qui n'est pas structurée je dirais, dans les appareils des gros partis. Parce que justement, moi j'ai connu ça, hein, notamment j'étais chez les Républicains, déçu par ces grands partis de se dire qu'aujourd'hui, même un citoyen tel que moi, même un citoyen tel que moi, avec vous, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons rebâtir nos quartiers, nous pouvons réaménager certains endroits pour qu'ils puissent être des lieux de coopération. Nous pouvons réaménager certains lieux pour que les commerces puissent se développer. Nous pouvons donner la possibilité à notre circonscription d'être plus attractive sur le plan économique, sur le plan social, recréer du lien entre les générations les plus âgées et les moins âgées. Donner envie aux jeunes de se projeter dans leurs lieux, encadrer davantage les loyers dans certains lieux, s'impliquer davantage avec les associations. Voilà, il y a énormément de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'idées que vous avez et il faut les utiliser à bon escient dans ces 10e circonscriptions. Moi, je veux donner cet appel, je lance cet appel au courage. Soyons courageux et faisons un autre choix, le choix citoyen, le choix de Joël Mando. Je ne sais pas si je suis le meilleur, ce n'est pas le problème d'être le meilleur ou pas, c'est tout simplement de se dire que je suis engagé pour vous, engagé jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute, avec toute mon énergie, toute ma force, toutes les personnes autour de moi. Moi, je travaille avec ma famille, je travaille avec mes amis, je travaille finalement avec tous les citoyens parce que je considère que ce sont eux qui font notre nation, ce sont eux qui font nos quartiers, ce sont eux qui font notre quotidien, ce sont les artisans, ce sont les travailleurs, ce sont les familles monoparentales, les femmes seules, ce sont les personnes handicapées, ce sont toutes ces personnes-là qu'on doit inclure davantage dans notre projet citoyen, dans notre projet pour la 10e circonscription. Levez-vous, soyez là le 30, dites-le également à vos amis, à vos familles, à votre entourage. Il y a la possibilité de changer la donne, de ne pas toujours être obligé de faire un choix qu'on va regretter, mais à un moment donné, faire un choix dont on est fier. Beaucoup me l'ont dit, ils sont fiers de moi. Soyez également fiers de moi. Je suis un enfant, je suis votre enfant. On est fiers de toi. Je suis un grand frère pour certains, je suis un père pour d'autres. Je suis tout ça à la fois et je m'engage corps et âme à servir les citoyens parce qu'ils m'ont tout donné et je veux également tout leur rendre. Ici et maintenant, comme je dis toujours, c'est avec vous et pas sans vous. Merci beaucoup Joël Mando d'être venu et on te souhaite une très bonne chance et à bientôt. Merci à toi. Voilà. Merci.